Est-ce qu'on numéroterait pas ça, tout ça? Non, vous allez vous y retrouver ou bien... Oui, je vais peut-être au fur et à mesure prendre quelques notes de repérage Oui, pour m'y bien, retrouver à c'est ça. l'écoute, Oui, 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 oui. numéroter les bandes, etc. Ça, il y a beaucoup de questions. Je vous crois. Je suis effrayé quand je les revois. Je les ai relus. Je les ai Oui. lus d'abord, bien Oui. entendu, mais enfin, bon. Bon, on commence alors. D'accord. Bon, milieu familial, tout ce qu'il y a de plus petit bourgeois, sans aucune, c'est peut-être la seule chose, enfin sans rien d'intellectuel, sans aucune question philosophique, rien du tout, enfin gentil, aimable, affection, mais tout à fait moyen, très moyen. C'est une première chose, je crois qu'il n'y a rien de plus à en dire. Papa gentil, maman gentil, tout le monde très bien. C'est Hein? ça. Mais enfin, Vous avez des frères et sœurs. j'ai un seul frère, et donc c'est vraiment ça, le milieu petit bourgeois, tout à fait, tout à fait. Ici à Bruxelles? Ici à Bruxelles. Donc la seconde question, enfance heureuse, oui, mais un peu grisâtre. C'est-à-dire, j'ai l'impression, pour moi, l'enfance est un truc que je ne voudrais plus revivre. Je suis bien content d'être comme je suis maintenant. Pas d'être comme je suis, mais enfin d'être à cette époque-ci et d'avoir passé cette enfance. C'est terminé, tout ça, ça ne m'a pas laissé de gros souvenirs, à part le scouting. À part le scouting. Centre d'intérêt, je dessinais tout le temps, mais ça ne me paraissait pas un centre d'intérêt. Et en tout cas, tout ce qui était artistique, peinture ou ballet ou sculpture ne m'intéressait pas du tout, du tout. Je n'ai pratiquement pas lu de livres avant peut-être 15 ans. C'était les Trois Mousquetaires, mais rien de plus. Rien de bien... Quelle perception avais-je du monde à ce moment-là? Une perception très limitée à mes copains. On joue à la rue, on jouait des jeux un peu genre cow-boy indien, gendarme voleur, on se tapait un peu sur la figure, on se bagarrait, enfin voilà. Hein, c'était toujours à la rue que ça se passait, puisque chez moi il n'y avait pas grand-chose. Donc vous n'étiez pas du tout le petit garçon studieux chez lui et qui Non, déjà non, couvrait tous les murs de dessin. Non, 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 non. Si je dessinais beaucoup, je Oui, griffonnais, oui. n'est-ce pas, même sur mes cahiers, bien sûr, et surtout sur mes cahiers, mais enfin, je ne pensais jamais. D'abord, pour devenir peintre, il aurait fallu suivre des cours, il aurait fallu des académies, et ça, c'était hors de question. Ce mot même n'avait jamais été prononcé, on n'avait même jamais évoqué ça. Enfin, Pas du vos tout. parents, comment ils voyaient votre Bah, avenir? Ils n'avaient pas mais d'idée pour précise. eux, et pour moi d'ailleurs à l'époque, on me faisait faire des études, et puis après on verrait bien. Et pour moi, j'allais devenir employé de banque ou un truc comme ça. Enfin, rien d'autre. C'était mon avenir, je le voyais à peu près inscrit comme ça. Hein. Donc, études d'abord dans les écoles communales d'Ixelles, école communale, avec encore des instituteurs barbus et très, je dirais presque religieux. J'étais évidemment pas du tout religieux, mais enfin, ce côté encore missionnaire qu'ils avaient, n'est-ce pas? Ils avaient un côté, là, des instituteurs conscients de l'importance de leur mission. Hein? Laïque, hein, vous voyez ça d'ici. Hein? Mais je suppose aussi que ça impliquait un type de rapport aussi. Oui, c'était très sévère, hein, c'était très sévère ces gens-là. La barbe d'abord m'en imposait beaucoup, je dois dire, cette barbe carrée comme ça. Et c'était vraiment des gens qui dispensaient, ils étaient forts, ils connaissaient tout, c'était vraiment pour moi très important ces instituteurs. Et puis l'école numéro 11, place de Londres, un peu aussi toujours dans le même genre. Et ensuite, à la suite d'une intervention du directeur de la maison de mon père, aiguillage vers Saint-Boniface. Nous étions religieux, oui, vaguement. J'allais à la messe, mon papa y allait de temps en temps aussi, ma mère n'y allait pratiquement jamais. Vagreux. C'est ça, j'y allais, bon, ben voilà. Hein. Et alors là, on m'a mis à Saint-Boniface, ou alors là, de toute façon, il s'agit d'aller à la messe tous les jours pour commencer à l'Institut, hein, c'est très bien. Des professeurs qui n'ont pas laissé beaucoup d'empreintes non plus, car c'était une époque de réorganisation dans les collèges archiépiscopaux, et ces bons hommes qui nous donnaient cours étaient bien gentils, bien braves, mais n'avaient aucune compétence en général. Aucune. Des gens très spécialisés, très Non, pas enfermés du, dans leur pas du secteur, non, tout, même non, pas du non. tout. Si on prenait n'importe quel
quel curé, quel religieux, quel prêtre quelque part, et on bombardait professeur de mathématiques, professeur de géographie, professeur de français. Là, ça donne parfois le professeur de français qui vous expliquait des choses comme ça. Hein, c'est assez marrant. Un professeur de français pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration, car lui c'était le gentilhomme, il parlait très bien, il s'exprimait très bien, il nous considérait comme des cancres, et il ne s'arrêtait pas de le dire, vous êtes une bande de cancres, franchement, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point vous êtes des cancres. Et il avait raison, d'ailleurs, il avait raison. Il nous le disait, mais il avait raison. Ce qui a donc... C'était une ambiance sévère, Pas tellement. Non, c'était plutôt une ambiance bon enfant. C'était pas très sévère. Pour moi, c'était moins sévère même que l'école laïque, que l'école communale où j'étais. Non, pas très sévère. Évidemment, il y avait, tous les matins, il s'agissait d'assister à la Sainte Messe, n'est-ce pas? Et si on ratait ça, c'était très mal. Il y avait les communions, le début du mois. Il y avait les... Comment quand on ratait ça? Ah ben il fallait aller. On était en retenue pendant 2 heures. Là, c'était très sérieux. Hein. Il y avait la confession hebdomadaire. Enfin, il y avait des tas d'histoires très religieuses. Hein. Ça m'embêtait prodigieusement aussi, mais enfin. Bon, je crois vraiment que c'était une très mauvaise formation, c'est-à-dire très déficiente. Je crois vraiment qu'il y avait moyen de faire 100 fois mieux. La bonne volonté des professeurs n'était pas en cause, mais le milieu était vraiment aussi très bas de plafond, je dirais. Hein, les professeurs se réunissaient par exemple le soir et ils tapaient la carte. Jamais il y aurait eu autre chose, il n'y aurait pas eu un échange d'idées, rien, tout ça. Ils jouaient au rami. Ça n'était pas très élevé et ça se sentait à notre échelon. Par contre, alors j'avais fait partie déjà des scouts avant ça, les scouts neutres, les Boy Scouts de Belgique, et ensuite là, je suis entré chez les scouts catholiques, et c'est surtout là que l'intérêt s'est éveillé pour moi, parce qu'il y avait la nature, parce qu'il y avait une partie de sport, parce qu'il y avait une partie tout de même, disons, philosophique, il y avait la partie de altruiste qui jouait un grand rôle, il y avait la partie jeu, bien entendu, j'aimais bien jouer, hein, la partie peau rouge, il y avait la partie signe de piste, vous voyez ce genre-là, qui m'a toujours beaucoup intéressé, qui continue à m'intéresser. Je trouve que ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a dérouillé, ça m'a mis en contact avec la nature, et quant à la bonne action chaque jour, je ne dis pas que je la fais, mais je crois que ce n'est pas tellement ridicule que de vouloir aider quelqu'un de temps en temps, s'il y a moyen, pas de faire traverser des vieilles dames, traverser la rue à des vieilles dames qui n'en ont nulle envie. Hein? Enfin, je crois que ce n'est pas mauvais. Je suis très content d'avoir passé par les scouts. C'est pour moi le grand souvenir de ma jeunesse. Aujourd'hui, évidemment, c'est très contesté. Hein. Oui, je sais que c'est contesté. Je sais que c'est très contesté. Mais malgré tout, je comprends fort bien qu'on puisse le contester parce qu'il y a ce côté jeu. Hein, et que la vie, malheureusement, n'est plus tellement un jeu maintenant. Elle est plus sévère, elle est plus sérieuse, enfin, les jeunes gens s'en rendent compte. Mais il y a un côté, moi, qui m'a toujours enchanté, c'est ce côté contact avec la nature, respect de la nature, hein, ce côté aussi, tâchez d'être indépendant, tâchez de vous tirer d'affaires, que ce soit dans le désert ou que ce soit dans la montagne. Et tout ça m'a fait, et je crois qu'on peut contester tout ce qu'on veut, on peut tout contester, c'est évident, mais je crois qu'il y a une partie là-dedans très positive dans le scouting. Je ne sais pas comment il est appliqué maintenant, mais en ce qui me concerne, ça m'a fait le plus grand bien, je crois. Je suppose aussi que de toute façon, à âge égal, à l'époque, bon, je dirais même en raison du développement aujourd'hui des moyens d'information, que sais-je encore, le contact avec disons, la vie sociale, la vie politique, etc. était très différent. Je suis étonné de voir aujourd'hui les gosses de 13 tout à fait de votre avis. Ils sont mûrs beaucoup plus vite maintenant. Ils ont des préoccupations plus adultes, plus vite. Hein, et l'illustration de ça, c'est maintenant ce qui vient de sortir, c'est passé en France, l'âge de vote, l'ABC à 18 ans, avec tout ce que ça complique ça implique comme ramification et comme changement du code, tout ça, bien sûr. Et je crois qu'en effet, quand j'ai des contacts avec des jeunes gens, je suis étonné de leur maturité, beaucoup plus précoce que de mon temps. Nous étions encore des enfants beaucoup plus tard. C'est vrai. Enfin, c'était comme ça. J'ai été dans cette époque-là. C'est comme ça. Hein? Mais évidemment, là, je saute un petit peu. Mais est-ce que cette évolution-là,
est-ce qu'elle vous a amené, vous, à remettre certaines choses en cause, justement, dans la narration, dans vos récits, en pensant que les pôles d'intérêt ou l'âge des pôles d'intérêt s'étaient déplacés? Je n'ai jamais pensé vraiment à mes lecteurs. J'avoue que je n'y pensais pas et que je racontais une histoire simplement parce qu'elle me plaisait, parce que j'avais envie de raconter une histoire. Évidemment, il y avait une censure qui se passait à différentes choses, mais enfin, dans l'ensemble, je n'ai jamais tenu compte des désirs, je n'ai jamais fait de marketing dans ce domaine-là. Je ne l'ai jamais fait, je ne le fais pas encore maintenant. Je veux dire qu'il y a parfois des choses qui peuvent passer même inconsciemment. Mais inconsciemment, il est certain que je crois, très perméable à l'atmosphère, à la situation tant politique, enfin une situation générale, et que là j'ai peut-être exprimé des choses qui se trouvaient dans l'air, mais parce que je vivais à cette époque-là, que je les ressentais, et que même confusément, je les rendais d'une certaine manière. Je crois que cela est comme ça. Mais jamais je me suis dit, tiens, maintenant on va... la situation politique est telle, ou la situation sociale est telle, je vais faire ceci, ça ou ça. Ça m'arrive dans le cours de l'histoire, tiens, j'ai envie de dire ça, je le fais, mais sans penser au lecteur. Je pense avant tout à moi, à mon plaisir. Je crois que c'est très important. Donc le scoutisme, je crois, évidemment on pourrait revenir en détail là-dessus, mais je ne crois pas que ce soit très important. On peut, par après, si on veut, j'ai encore des photos de cette époque-là, on pourrait éventuellement de partir, déjà de faire du tourisme déjà à l'époque, sac au dos, tout ça a été fait. En plus que l'échelle des voyages était quand même très différente. Mais quand on allait jusqu'à Rhodes-Saint-Genès, c'était énorme déjà, et puis comme on l'a fait, on était en Autriche ou en Espagne, c'était déjà de très 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 grands voyages, ça. Ça correspondait, je sais pas moi, à l'Afrique maintenant, au moins. Pour vous, justement, le voyage, c'était important à l'époque déjà? Oui, certainement. C'était un dépaysement, c'était vraiment quelque chose. C'était surtout la nature, les villes, tout ça m'intéressait beaucoup moins que les montagnes, que les forêts, que les cours d'eau, que le camping lui-même, que de se retrouver le matin dans l'air frais du matin, de sortir de sa tente. Ça, c'est vraiment toucher la nature. C'est très important. Pour moi. Et alors l'autre aspect du scoutisme sans doute aussi, alors la camaraderie. La camaraderie, l'équipe, l'esprit d'équipe, certains, on était par patrouille et nous avions donc un esprit d'équipe, on partait, c'était un peu l'esprit de corps, il y avait aussi un côté un peu paramilitaire là-dedans, parce que j'ai commencé le scouting moi à l'époque en 1900, qu'est-ce que je raconte 1920. Donc on sortait de la guerre et il y avait encore les chefs scouts à l'époque, on appelait les masters, étaient encore influencés par l'armée, et donc on faisait un peu de rang serré, ce qu'on appelle l'armée. Enfin, on marchait en rang, on marchait en une, deux, mais enfin ça ne m'a pas gêné, ça ne m'a pas laissé. On n'était pas caporalisé, certainement pas. Il y avait un côté très souple là-dedans, malgré tout. Est-ce qu'à l'époque, enfin, en tout cas ressenti pour le jeune scout que vous étiez, le fait d'être chez les Boy Scouts catholiques plutôt que d'être chez les Boy Scouts neutres, est-ce qu'il y avait une rivalité? Est-ce que ça voulait dire quelque chose ça voulait dire quelque chose, certainement, parce que, je l'ai constaté après, parce que je ne m'en rendais pas très bien, si je m'en rendais compte, du point de vue neutralité, c'était pas du tout neutre. Ça, je suis formel, n'est-ce pas? Les chefs que nous avions quand nous partions en camping n'hésitaient pas une seconde à se moquer de la religion catholique en disant ils sont fous, les catholiques, quand vous voyez ceci, vous voyez ça, vous comprenez bien que, etc. Il y avait nettement une propagande anti-religieuse, c'était pas neutre du tout, sûrement pas. Il y avait aussi le côté moral qui laissait fort à désirer, très très fort, très fort. Des scènes là, moi j'ai vu des scènes quand j'étais petit encore là-dedans, j'étais un gosse, qu'est-ce que j'avais j'avais 12 ans quand je suis entré là au scout, 11 ans ou 12 ans, il y avait des types de 14-15 ans, j'ai vu des séances de masturbation par patrouille, enfin c'était... Et alors des bagarres entre grands garçons, des plus grands, et allant masturber le type, après l'avoir lui avait fait une raclée, des choses comme ça. Je veux dire que ça j'ai vu, c'est vrai. Ce que je n'ai pas même vu au scout catholique. C'est vrai. Au fond, quand vous êtes entré chez les scouts, ça a été
un choix comme ça, ou ce sont vos parents qui vous ont poussé en disant Non, il y a eu, j'étais à ce moment-là à l'école numéro 11 place de Londres, et il y a eu une séance de recrutement. Ouais. C'est véritable, une séance de recrutement. Il est arrivé 2-3 beaux boy scouts, des grands messieurs avec des beaux chapeaux, et ils ont dit voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on est, voulez-vous en faire partie? Et j'ai demandé à mes parents l'autorisation d'y faire en faire partie, ils m'ont dit oui, d'accord. J'étais un des plus jeunes là-dedans, certainement. Je devais avoir, oui, je crois, j'avais 7 ans en 14, en 18, j'avais donc 11 ans, 18-19, je devais avoir 11-12 ans. Donc j'étais encore un tout petit garçon. Hein. Vous venez de parler de la place de Londres, et Oui. subitement je suis en train de me demander, XL à l'époque, ça avait encore quelque chose de très champêtre. Oh là là, oui, je pensais encore l'autre jour, je passais à la gare d'Etterbeek, je crois, le petit train, le train qui va vers Namur, la plaine d'Etterbeek, la plaine des Manœuvres, le sol Bosch maintenant, tout ça c'était des champs. Et il y avait à 150 mètres de la maison où j'habitais à Etterbeek, il y avait encore une ferme, avec la charrette à chien, avec les cruches de cuir, tout ça. La vraie fermière, et le purin, là, ça existait encore. Et des terrains, encore des terrains vagues dans lesquels on allait se bagarrer, se jeter des pierres, et voilà. Quand vous évoquez comme ça le XL, le Bruxelles de cette époque, est-ce qu'il y a une part de nostalgie, comme les gens disent c'était mieux à l'époque, c'était plus C'est humain, différent, c'était... c'est différent, c'est ni mieux ni moins bien, je crois que c'est différent. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mieux? C'est pas mieux parce que c'était passé, parce que c'est passé, sûrement pas. Enfin, je passais encore aussi à côté, donc toujours sur la même ligne, avant d'arriver à la gare d'Etterbeek, il y a surtout ce quartier de l'avenue Nouvelle. Oui. Et bien là, c'était d'immenses terrains, d'immenses plaines qui allaient presque, je crois, jusqu'à l'avenue du boulevard militaire, quelque peu, le boulevard Général Jacques, jusqu'à l'hôpital d'Etterbeek, qui n'existait pas encore, je crois. Tout ça, c'est de grands terrains, de grandes plaines où on allait faire jouer le cow-boy indien, où on allait jouer au football, enfin toutes sortes de choses, le long du chemin de fer. Mieux, moins bien. Pour les gosses que nous étions, c'était certainement mieux. Puisqu'il y avait de grands espaces, hein, on pouvait jouer au football, là c'était bien gai, bien sûr. Mais il faut aller plus loin. Oui, ça a beaucoup changé. En si peu de temps, non, il y a 50 ans quand même. Hein. Pour ça, il me semble que surtout le changement s'est accéléré c'est évident. après la guerre. Oui, bien sûr. On continue à s'accélérer dans tous les domaines, l'information, la télévision, l'information électronique instantanée, ça joue un rôle. Hein. Bien, les ambitions à cette époque et les projets d'avenir, eh bien, je n'en avais strictement aucun. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, et cette ignorance s'est prolongée jusqu'à à ma sortie du collège, où je ne savais toujours pas ce que j'allais faire, et où le directeur du collège alors m'a envoyé avec une lettre de recommandation au journal Le XXe siècle. Et là, j'ai été engagé au service des abonnements comme employé, donc c'était le droit fil. Il y avait déjà à ce moment-là les latines ou les modernes, n'est-ce pas? Et j'avais choisi les modernes parce que les latines, encore une fois, il n'était pas question, ça paraissait tellement intelligent, etc. Enfin, je n'étais pas fait pour ça. Et puis ça ne débouchait sur rien. Le droit, la médecine, etc. Mes parents, ils n'y pensaient pas, certainement pour moi, donc on m'avait mis en moderne. Donc aucune ambition, si ce n'est celle que de devenir un petit employé, donc au service des abonnements au XXe siècle, oui. Je ne pensais pas c'était vraiment, je dirais, un problème d'horizon, c'était aussi un problème matériel. Je crois que s'il avait fait un effort, j'aurais pu certainement entrer à l'université, puisque j'avais fait de très bonnes études à Saint-Boniface. J'étais un premier de classe régulier, enfin. Hein, c'est triste, mais enfin, c'est comme ça. Vous en êtes bien sorti. J'en suis bien sorti. Hein. Oui, j'avais pas la moitié des points en dessin, ça certainement. Mais enfin, c'était la seule branche où j'avais pas la moitié des points. C'est vrai. C'est un joli détail. Oui. Qu'est-ce que votre prof de dessin vous reprochait? Il nous faisait faire des tas de choses très compliquées avec des instruments. Je n'ai jamais su employer un instrument quelconque, pas même un compas à l'époque ou un tire-ligne. Pour moi, c'était rébarbatif. Alors, je faisais mes cercles à la main.
Inutile de dire qu'il n'était pas tout à fait aussi bien que ceux qu'il avait exécutés au compas, hein. Donc je n'avais pas la moitié des points. Triste, mais enfin voilà. Sinon, dans le reste, dans toutes les autres branches. Dans toutes les branches, les autres branches, la plupart, j'avais d'excellentes cotes, puisqu'en général, j'étais premier de classe. Hein. Il y avait des branches que vous préfériez qui. Mais j'aimais bien le français, oui, le français, la rédaction, n'est-ce pas, tout ça, oui. J'aimais assez bien les mathématiques. Hein. Ça me paraissait gai, ça me paraît encore toujours maintenant. Il y a un côté jeu là-dedans, il y a un côté spéculatif qui est amusant. C'est un peu mot croisé, enfin, n'est-ce pas une équation à résoudre. C'est gai, c'est comme un mot croisé, on a trouvé, bon, c'est bien. Bon. Vous étiez quel style d'élève, le bûcheur appliqué ou bon, ça allait tout seul? Ça n'allait pas toujours tout seul, je bloquais en période d'examen et pour le reste j'étais très décontracté, je faisais du chahut, je me bagarrais avec des professeurs, je faisais toutes sortes de choses, mais j'étais pas du tout ce qu'on appelle le mancha, quoi, je crois pas. Mais quand il s'agissait d'étudier, j'aimais bien d'étudier et il m'arrivait de passer des nuits ou des soirées à me mettre en tête des choses que je n'aimais pas, comme la chimie par exemple. J'étais arrivé trop tard pour la chimie et les quelques premières leçons, j'avais été laissé sur le sable. Là. Ça fait que à force de bûcher à ce moment-là, j'en suis sorti, mais tout juste. Tu vois. C'était quoi? C'était un sens de la responsabilité, du devoir, une crainte vis-à-vis des parents, des profs? Non, les parents, non. Je n'ai jamais été grondé, ni même très fort encouragé pour les résultats. Pas que je sache, je ne me souviens de rien. Les profs, je ne pense, peut-être, mais je ne crois pas. Non, c'était le sens des responsabilités. J'essaie toujours de bien faire, de faire le mieux possible. Des petits scouts. Faire de son mieux. Voilà. J'aime bien de faire les choses bien, oui. Que ce soit dessiner, que ce soit n'importe quoi, ou réparer une prise de courant, quand ça m'arrive. Enfin, de faire les choses convenablement. D'écrire une lettre propre, de faire des choses comme ça. En prenant le temps pour le faire, mais en disant je veux que ce soit bien fait. Oui. Je n'aime pas ce qui est bâclé, je n'aime pas ce qui est fait à moitié, je n'aime pas ce qui est déglingué. Enfin, non. Excuse de parler de moi, mais vous êtes là pour ça. Oui, exactement, j'espère bien. Je vais continuer. Bon, donc, ambition, projet d'avenir, en tout cas dans le dessin, rien du tout. D'abord, parce que je n'en avais pas de projet, et deuxièmement, je ne pensais surtout pas à ceci, car ce métier-là n'existait pas. Ce n'était pas la peine d'y penser, ça n'existait pas, tout simplement. Donc j'aurais été bien en peine de penser à ça. Il y a eu à ce moment-là donc, tout de même, comme mes parents voyaient que je dessinais, ils ont été gentils, ils ont essayé de me placer à Saint-Luc, mais ça s'est borné à une seule soirée, enfin deux soirées, une première où j'étais enregistré, où ils m'ont pris mon nom et toute mon inscription, et le lendemain où on m'a collé devant un plâtre, et moi c'était pas ça que je voulais faire, c'est des petits bonshommes que je voulais faire. Il a peut-être raison de me faire commencer par des plâtres, mais ça, rien du tout. Et comme il se faisait que la table où j'étais, le chevalet où on m'avait placé, et il y avait un dessin d'un ancien élève qui venait de quitter, qui s'appelait également Remy. Il n'y a pas eu de problème. Le lendemain, j'ai plus été, on ne m'a plus jamais demandé quoi que ce soit. C'était fini. Mon passage à Saint-Luc, c'était terminé là. Une soirée. Donc ça, c'était la fin de... C'était la fin de mes études. Mais enfin, donc, en plus de ça, on croyait me mettre à Saint-Luc, mais j'ai envoyé se promener ça instantanément, ça n'allait pas du tout. Pas du tout. Donc l'apprentissage du dessin, je l'ai fait au XXe siècle en dessinant Tintin. Un petit peu avant, oui, en dessinant pour les scouts. Parce que donc, j'ai été immédiatement, quand j'ai changé de crèmerie, donc j'étais scout catholique à ce moment-là, puis je suis devenu chef de patrouille, et il y avait à ce moment-là une revue qui s'appelait le Boy Scout belge, et j'ai commencé à dessinoter là-dedans des petites choses. Hein? Et puis je suis entré à ce moment-là, en 1925, je suis entré au XXe siècle comme employé, et à ce moment-là aussi, j'ai continué à dessiner pour la CJB. C'était l'Action catholique de la jeunesse belge, la CJB, et je dessinais des petites choses, pour des cartes postales, pas des publicités, mais des illustrations. C'est des illustrations que je faisais très mauvais, mais enfin. Bon. Et au XXe siècle, je
j'y suis resté 1 an. Et après ça, je suis parti pour faire mon service militaire. Mais en attendant, je m'excuse, mais... Oui, je ne pas bien. Bien sûr. En attendant, j'avais commencé pour ce Boy Scout belge, j'avais commencé Totor, chef de patrouille des hannetons. Toujours mon envie de raconter des histoires. Et comme il s'agissait d'un... J'étais scout, c'était pour des scouts, donc ça allait être une histoire de petits scouts. L'idée était venue de vous, ou bien en vous voyant dessiner, les gens se sont dit, Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée de raconter quelque chose, de raconter une histoire. Ouais. Parce que je me souviens que pendant la guerre, lorsque j'étais à l'école numéro 3 Chaussée-Loire, je me vois encore dessiner dans le bas de mes cahiers les aventures d'un petit bonhomme. Ça se passait pendant la guerre, c'était un petit bonhomme qui n'a jamais eu de nom, je ne me souviens pas lui avoir donné un nom. Je faisais des petits croquis, des croquetons très mauvais, bien sans doute, et c'était un petit garçon qui avait des ennuis avec les Allemands qui nous occupaient à l'époque, donc c'était un petit espion, il s'arrangeait pour faire du tort aux méchants Allemands qui trouvaient chez nous. Je n'ai gardé aucun de ces cahiers n'a été conservé, tout ça partit très bien. Mais enfin, je sais, à ça, je me réfère à ça, il y a vraiment une constante dans le sens vouloir raconter des histoires. Et donc, je l'ai fait, et arrivé donc au scout, quand il y a eu le Boy Scout belge, je me suis mis à raconter à des petits scouts une histoire de petits scouts. Fantaisiste, mais enfin une histoire de petits scouts. Après ça, j'ai fait mon service militaire, et pendant le service militaire, j'ai continué à dessiner Totor, chef de patrouille des hannetons, et c'est seulement à la fin mais vraiment à l'extrême limite de mon service militaire, peut-être 2 ou 3 jours avant la fin, avant la démobilisation, que j'ai reçu une carte postale venant du XXe siècle, en disant venez vous présenter quand vous serez libre, on a besoin de vous. On a besoin de vous, c'est beaucoup dire, mais enfin vous pouvez revenir. On n'avait pas tellement besoin, pas d'une façon si pressante. Le service militaire s'est passé comment? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Mais c'est évidemment une perte de temps, mais malgré tout, une fois de plus, j'en ai tiré, je crois, tout ce qu'il y avait moyen de tirer de positif. Je suis entré, j'avais fini mes études, donc j'étais officier, enfin je pouvais être candidat officier de réserve, ce que j'ai fait, et personnellement, ça ne m'a pas été, pour moi, ça ne m'a fait aucun tort, je crois. Je m'en suis sorti assez bien. Encore une fois, le mieux possible. Les calculs de tir, des choses comme ça, moi, ça m'intéressait. Les armes, c'était quelque chose d'intéressant aussi. Mon côté ordre, j'aimais bien l'exercice, n'est-ce pas? Un beau porte-armes, ça me ravissait de jour. Je n'ai pas honte de le dire, j'aimais bien ça à l'époque, en tout cas. Donc je l'ai fait le mieux possible et bon, ça s'est bien passé. Oui, c'est où? J'ai fait ça à Bruxelles. C'est-à-dire, je pouvais, comme j'avais fini mes études et que je pouvais choisir et mon arme et ma garnison. Alors j'ai demandé la cavalerie à Bruxelles et on m'a fourré au chasseur à pied à Mons. Toujours là, bien entendu. Mais comme il y avait un bataillon détaché à Bruxelles, j'ai quand même fait mon service à Bruxelles pour finir. Bon, très bien. Donc ça s'est bien passé. À un moment donné, j'en ai eu assez, bien entendu, mais enfin, j'étais donc sous-lieutenant, ou lieutenant de réserve pour finir. Voilà où ça mène. Hein. Bien. Oui, donc avant le service, vous étiez déjà au XXe siècle. Oui. À ce moment-là, quoi, ce travail-là au service d'abonnement, c'était juste un travail un peu routinier, comme tout ça. À fait. Oui. Il s'agissait donc de... Mon travail consistait surtout c'était encore donc, à recevoir, à grouper sur des formulaires spéciaux B446X, n'est-ce pas? Des formulaires spéciaux, les noms des nouveaux abonnés. Or, il y avait à ce moment-là, le XXe siècle était en période d'ébullition, c'était l'abbé Wallet qui venait d'y arriver. Non, pas encore, c'était encore Mallier, c'était encore le Mallier qui était là, l'ancien directeur du courrier de l'Escaut. Il était ça fonctionnait assez bien à l'époque, enfin ça fonctionnait. Et donc, je faisais des listes d'abonnés que j'envoyais à la poste. C'est très important. C'était où les bureaux? C'était 11 boulevard Bischofsheim. Il y a maintenant Electrolux là, je crois. C'est
près de la place Madou. Oui. Vous voyez ça? Oui. De vieux bâtiments, de vieux trucs. Le journal catholique, vous savez, avec Action catholique et de drôles de bonshommes qu'on voit passer là-dedans. Et ça, c'est pendant la première période, donc, de 25 à 26. 26, 27, service militaire. 27, retour au XXe siècle. Et à ce moment-là, c'était l'abbé Wallet qui avait repris et qui m'a réengagé comme, non plus comme employé. Il avait appris, lui, il avait vu que je dessinais. Il l'avait dit, il avait vu les revues, Boy Scout Belge, tout ça. Et il me faisait entrer là, et comme dessinateur, pour ses pages spéciales, je en parlerai tout à l'heure, et aussi, il voulait m'engager comme reporter photographe et photographeur. C'est-à-dire, son ambition était celle-ci, les moyens étaient très limités au XXe siècle, il